Donc, ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir pour notre séminaire général Hugo Harari Kermadec. Et puis, vu son parcours et peut-être le non-lien avec la mécanique, mais le lien avec toutes nos activités de recherche, je vais te proposer, Hugo, de te présenter. Ce sera plus simple que... D'accord. Je m'appelle donc Hugo Harari Kermadec, je suis économiste, je travaille sur l'enseignement supérieur et puis avant d'être économiste, j'étais statisticien, j'ai fait une thèse de stats. Ça se voit un peu dans mes travaux, mais pas si massivement. Et donc, ce sur quoi je travaille en ce moment principalement, c'est sur les populations étudiantes et comment les évolutions récentes de l'enseignement supérieur et de la recherche ont tendance à accroître la polarisation, c'est-à-dire la différenciation en fait, dans l'enseignement supérieur, plus tellement entre grandes écoles et universités, mais entre établissements de différentes sortes, et en particulier d'une nouvelle sorte, la sorte expérimentale, que vous, comme moi, connaissons bien. Et donc, je vais vous présenter un peu ça, et puis, si on a le temps et si vous voulez, plus spécifiquement, différents aspects de la loi de programmation de recherche, entre autres les aspects budgétaires. Et donc, si ça vous va, je commence. Voilà, dites-moi s'il y a des trucs pas clairs au fur et à mesure, hein, et si les graphiques passent bien, puisqu'il va y avoir pas mal de graphiques. Donc, ce que j'avais prévu de présenter dans le séminaire, c'est une petite introduction sur le contexte de moyen terme qui est très fort de massification des études supérieures, avec une arrivée très large de plus en plus d'étudiants année après année, ce qui conduit à une ouverture sociale, puisque ceux qui étaient là au départ, c'était plutôt les classes supérieures. Le financement ne suit pas du tout, vous avez dû remarquer, et que ça produit un système polarisé de plus en plus entre établissements, mais aussi à l'intérieur même des établissements, avec une rupture, par exemple, entre la licence et le master. Et puis, mes recherches actuelles, c'est sur les effets disciplinaires, mais ce n'est pas encore fait. Et puis, le fait que les financements et les politiques d'excellence se recouvrent en fait des politiques d'excellence sociale, enfin de différenciation sociale, quoi, et pas uniquement sur la recherche ou sur le niveau scolaire des étudiants. Voilà, et puis je terminerai sur la transformation de l'activité de recherche en particulier avec la LPPR comme une activité de plus en plus économique, mais peut-être plus explicitement et directement économique après la LPR, même si évidemment tout ça est une tendance qui était déjà en cours. Donc ça, c'est simplement le nombre d'étudiants et d'étudiantes en France, en millions, qui croît et qui croît régulièrement et qui croît rapidement depuis très longtemps. Donc ce qui, évidemment, devrait amener comme effet principal qu'on s'attend à savoir à cette croissance et on prend en compte cette croissance. Hein. Pendant très longtemps, ça a été le cas avec des créations d'universités et aussi d'écoles et de BTS et d'IUT, etc., etc., etc. Et depuis une dizaine d'années, ou peut-être même depuis le milieu des années 2000, on n'a plus du tout cet accroissement des établissements et des moyens en lien avec la hausse du nombre d'étudiants. Je dis juste une parenthèse là, hein, mais il y a beaucoup de discussions sur la globalisation de l'enseignement supérieur et les migrations des étudiants et l'arrivée éventuelle d'étudiants étrangers. C'est vrai, mais en proportion, ça reste tout à fait stable. Et donc, on a plus d'étudiants étrangers, mais on a encore plus d'étudiants européens et français. L'effet que ça produit, c'est une ouverture sociale, puisque c'est plutôt les classes populaires qui commencent à accéder, les femmes maintenant assez massivement, et puis les enfants d'immigrés, etc. Et du coup, ça apparaît en L1, mais ça apparaît proportionnellement à l'ouverture de départ. Donc, à Paris-Dauphine, qui est l'université, parce que c'est encore officiellement une université la plus fermée en France, eh ben, on a une ouverture, mais une ouverture très réduite entre 2005 et 2017. Et puis, dans l'université la plus ouverte d'Île-de-France, Paris 13, on partait de très, très haut et on continue à accroître rapidement. Paris 8, Saint-Denis, c'est pareil. Hein. Paris 13, c'est Villetaneuse. Donc, tout ça, c'est la banlieue nord. Dans Paris, c'est Paris 3, Censier, qui est la plus ouverte. Et puis, Paris 6, c'est la plus fermée à côté de Dauphine. J'ai raté Paris 4, mais Paris 4, c'est à peu près comme Paris 3. Excuse-moi, tu quantifies l'ouverture? Je vais le détailler juste après, mais c'est quelque chose qui prend en compte différentes variables sociales, le taux de boursier, les différents échelons de bourse, l'origine
social, donc le travail des parents. Et puis le type de bac, est-ce qu'on a un bachelier pro, un bachelier techno ou un bachelier général? On va en reparler. Mais toutes les variables vont dans le même sens, hein, donc c'est une ouverture quel que soit le sens qu'on prend, d'un point de vue social, ça va dans le même sens. Après, on peut évidemment affiner, quoi. Voilà, et puis on voit déjà que les facs de lettres sont plus ouvertes que les facs de sciences dures. Alors, le financement est déjà inégalitaire. Il anticipe le darwinisme appelé par Antoine Petit, le PDG du CNRS. Il y a, bon, ça surprendra personne, plus de financement, mais 50% de plus de financement en classe préparatoire que l'université, par étudiant et par an. Et des financements très, très différents suivant la discipline, aussi parce que les coûts sont différents, hein, et entre la licence et le master, parce que le taux d'encadrement est meilleur en master. Donc, on va passer de 2 700 € par an et par étudiant en licence SHS, ce qui est un chiffre important dans le cadre de la hausse des frais d'inscription, puisque c'est ce qu'on demande à peu près aux étudiants étrangers en France, hein. Donc, c'est la totalité du coût pour une année en licence. Et puis, beaucoup, beaucoup plus en master, surtout en master de sciences, sans parler des écoles d'ingénieurs. Voilà. Et puis, on va avoir une inégalité du coût de financement entre universités. Et par ici, fait partie des plus riches, avec 14 000 € par an et par étudiant, par ici, en moyenne, qui va sans doute être différencié suivant les disciplines, hein. Et la moitié pour Paris 8. Et puis se rajoutent à ça les financements IDEX, qui sont colossaux, mais sont concentrés dans une petite dizaine d'universités qui se sont regroupées maintenant dans l'U10, qui est un lobby. Et puis, il reste 70 universités qui ne touchent rien du tout. Ou alors des ICIT qui sont vraiment un financement significativement plus faible et pour juste quelques universités qui suivent les IDEX, mais sans pouvoir les rattraper. Voilà, donc ça, c'est le contexte un peu général, hein. Je pense que vous connaissiez assez largement. Et maintenant, j'essaie de regarder un peu plus en détail à la fois la polarisation à l'instant, enfin, à année fixe, et puis comment ça évolue dans le temps. Et donc, j'essaie de vous le montrer graphiquement. Donc, c'est la même notion d'ouverture que tout à l'heure, hein. En abscisse, c'est les universités qui sont classées par une analyse en composantes principales à partir des populations étudiantes. Donc, ce qu'on voit ici, hein, c'est qu'à Paris 13, qui est complètement à droite, vous avez un pourcentage d'étudiants d'origine sociale défavorisée, avec des bourses, plutôt avec des échelons de bourses élevés, qui est bien plus fort que dans le reste des universités d'Île-de-France. Et de l'autre côté, vous avez Paris-Dauphine. Donc ça, c'est une analyse en composantes principales. C'est le premier axe qui sort quand on donne les informations qu'on a sur les étudiants. Et on va avoir, en plus de l'origine sociale, mais parce que c'est cohérent, hein, les bacheliers pro qui arrivent dans le supérieur, ils arrivent plutôt de ce côté-là, les bacheliers techno aussi. Et après, on va avoir une différenciation. La deuxième, la plus forte, c'est une différenciation entre les établissements plutôt de sciences humaines et sociales en bas, et les établissements plutôt de sciences expérimentales ou de sciences fondamentales, avec des bacheliers S plus présents et en bas des bacheliers ES ou L. Voilà, donc ça, quand on regarde le système universitaire depuis les étudiants, on observe cette différenciation principale qui est très forte, hein, c'est 40% de la variabilité des populations étudiantes, c'est avec le premier axe horizontal qui donne vraiment l'origine sociale, quoi. Donc là, vous avez les universités. Par ici, c'est ici, juste à côté de Sciences Po. Et pas très loin de Paris 11, Orsay, Paris Sud, qui est devenu Saclay depuis. Puis après, vous avez Paris 5, tout ça est logique, hein, les facs de médecine. Vous avez Assas, qui n'est pas très loin, mais qui est beaucoup plus littéraire, évidemment. Et de l'autre côté, on a la banlieue, Paris 13, Paris 8, Saint-Denis et Évry, qui n'ont pas du tout la même population étudiante. Alors, on peut rajouter les écoles de commerce en vert, je ne sais pas si on le voit très bien. Elles sont évidemment du côté sciences sociales et elles sont aussi très différenciées. Et ça, c'est vraiment le truc, je pense, qui est le plus important, hein, c'est que, évidemment, il y a HEC qui est très socialement fermé. C'est très, très cher, hein, c'est 13 000 € l'année. Mais en fait, pas beaucoup plus que Dauphine.
en termes d'origine sociale. Et puis, on a plein d'écoles de commerce. Ici, j'en ai mis une, Neoma Business School, et puis là, j'en ai mis une autre, l'ISC, qui sont complètement comparables aux universités. Les ENS sont du côté socialement fermé. Ce n'est pas parce qu'on a un concours, pas parce qu'on paye les étudiants que d'un seul coup, on irait chercher des origines sociales plus défavorisées. Et les écoles d'ingénieurs sont très fermées aussi. Et elles sont évidemment de l'autre côté par rapport aux écoles de commerce, hein, du côté Bac S, discipline scientifique. Polytechnique est l'école la plus fermée socialement de France, suivie de près par les écoles d'ingénieurs les plus élitistes. Voilà, et puis vous avez des écoles d'ingénieurs beaucoup moins élitistes qui sont dans le paquet, quoi, avec les universités. Ça va, ce graphique est à peu près clair. Je vais le réutiliser plein de fois en mettant différents établissements suivant ce qui m'intéresse. Ici, c'est Sorbonne Université. Donc, vous savez peut-être qu'à Sorbonne Université, il n'y a pas que Paris 6 et Paris 4. Il y a aussi l'Université technologique de Compiègne, qui ressemble à une école d'ingénieurs du point de vue des étudiants. Il y a le Muséum qui est en plein milieu entre Paris 4 et Paris 6, et puis il y a l'INSEAD qui est une école de commerce. Moi, je m'attendais à ce qu'elle soit encore plus élitiste que ça, mais finalement, c'est moins que HEC. Voilà, vous imaginez ça, j'imagine. Donc avec une origine sociale hein, qui est fermée partout, mais qui est plus ouverte à Paris 4 qu'à Paris 6, et plus ouverte à Paris 6 qu'à l'UTC ou à l'INSEAD. Ça, c'est les données de 2016 qui sont les dernières où on a la différenciation entre Paris 4 et Paris 6. Après, soit les données ne sont pas encore disponibles, soit elles apparaissent comme Sorbonne Université. Et donc, je vous ai agrégé tout ça en vert là, dans Sorbonne Université. Et ça, c'est la France. Donc, en violet, les universités qui sont très étalées. Qui vont assez loin dans l'ouverture sociale. Hein. Donc, on va avoir Paris 13, Paris 8, tout ça, Évry qui sont par ici. On peut les regarder individuellement si vous avez des curiosités par rapport à un établissement en particulier. Et puis, là, par là, on a les dom-toms. On a le nord de la France aussi. Et puis, tout au bout, c'est la Guyane, qui est l'établissement universitaire avec des étudiants d'origine sociale les plus défavorisés, ce qui correspond à la situation économique, évidemment. Et de l'autre côté, vous avez donc en haut les écoles d'ingénieurs et en bas les écoles de commerce. Et tout au bout, Polytechnique. Je continue. Alors, les politiques d'excellence se trouvent être directement des politiques de classe, puisqu'elles vont attribuer des financements au titre de la recherche ou du projet, puisque les IDEX, etc., c'est des projets scientifiques. Mais qui vont toujours tomber du côté des étudiants les plus favorisés. En plus, dans les segments de ces établissements les moins populaires. Donc, les bacheliers pro n'accèdent qu'au niveau licence et qu'au niveau licence dans les universités populaires. Les enfants d'ouvriers et d'employés accèdent essentiellement dans les universités populaires, surtout au niveau licence. Les femmes sont beaucoup plus nombreuses dans les universités populaires. Et puis, il y a une différenciation très forte que je vais essayer de vous montrer graphiquement entre la licence et le master dans les universités qui ont des grands masters, puisqu'on a de plus en plus des universités avec un déséquilibre radical entre licence et master. Hein. Par exemple, Évry, là, je vais vous montrer, a une grosse licence et il n'y a quasiment pas de master. Et inversement, Sorbonne Université a des gros masters, Paris 11 aussi, avec des licences pas beaucoup plus grosses. Et alors, quel que soit le critère d'excellence qu'on retient, hein, les IDEX, donc des financements colossaux publics, ou le classement de Shanghai, ou des classements plus précis que le classement de Shanghai, on va toujours identifier les établissements où il y a des étudiants d'origine sociale très favorisés. Ce qui fait que tout ça va flécher les moyens là où on en a moins besoin, en fait, et va progressivement aggraver la situation de manque de financement pour les étudiants qui ont déjà des conditions de vie difficiles, quoi. Et ce n'est évidemment pas les bourses qui suffisent à compenser ça. Donc, si on mesure
l'écart horizontal dans le graphique que je vous montrais tout à l'heure, entre les établissements qui sont ouverts socialement et ceux qui sont fermés, et ben ça s'accroît, quelle que soit la mesure qu'on prend. Moi, ce qui m'intéressait au départ, c'était la mesure de polarisation du Esteban et Ray. Mais si on prend d'autres mesures plus simples, l'écart maximal, l'écart type, l'écart interquartile, on a toujours la même chose, ça croît pendant la période, surtout au début des effets de la LRU et du passage aux compétences élargies. Et puis ça stagne un peu depuis le milieu des années 2010, depuis 2012-2013. Et heureusement, les IDEX arrivent et les regroupements d'établissements vont relancer ça. Mais on n'a pas encore les données pour le dire. Et puis, on verra les effets de la LPR, mais on peut imaginer que ça va encore très fortement renforcer les établissements qui sont favorisés, puisque l'essentiel des financements concurrentiels y vont déjà, et c'est ça qui est augmenté par la LPR. Voilà. Alors maintenant, pardon. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu entends par polarisation? Alors, il y a plein de concepts assez proches. Polarisation, ségrégation, inégalité, différenciation, dualité. La polarisation, c'est un concept qui sert à traiter le fait, la situation où on a une forme de distribution avec un peu de boss, et où on va avoir des groupes qui sont de plus en plus homogènes en interne et de plus en plus loin l'un de l'autre, donc avec les boss qui deviennent plus pointus et plus séparés. Vous faites du traitement du signal, c'est ça? Vous voyez bien les cours. Et puis, l'autre approche qui est inclue dans la polarisation, dans cette littérature, c'est le fait que les groupes s'identifient. Ils ont une subjectivité, c'est des gens, et ils se considèrent comme étant des groupes, quoi. Et donc, la notion de polarisation en dynamique, c'est l'idée que les gens sont de plus en plus sectaires, identifiés à leur groupe. Là, on avait la discussion au début, là, les marxistes et les trotskistes, les communistes et les trotskistes qui se détestent et qui, de plus en plus, sont fermés, ne discutent plus entre eux, etc. Et là, ici, on a quelque chose de très, très fort avec les regroupements des universités en lobby, avec d'un côté la CURIF, qui est la conférence des universités de recherche intensive. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais on voit bien qui c'est, dont la trésorière était Dominique Vidal avant de devenir ministre, et qui maintenant s'est débarrassé de ces éléments les moins excellents et qui est devenu l'UDIS, qui ne garde plus que les IDEX. Et de l'autre côté, vous avez l'OREF, qui est le regroupement, l'association des universités de deuxième ligue qui défendent des financements pour l'éducation pour tous et pour toutes les régions, quoi. Pas seulement Marseille, Grenoble, Lyon et Paris. Et donc là, on a un côté subjectif aussi très fort où les groupes parlent en interne, ont une position commune, en plus du fait qu'objectivement, vu de l'extérieur, on voit bien la différenciation qui se marque et qui s'accroît. Voilà. Mais on pourrait prendre d'autres trucs. Dans l'article qu'on a écrit avec Romain Avoy, qui va très, très vite être publié là, dans les annales d'économie et statistique, on nous a incité à utiliser une mesure de ségrégation qui est plus utilisée pour la ségrégation raciale aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des classes de lycée où il n'y a que des Noirs et des classes de lycée où il n'y a que des Blancs, qui est moins... qui va être davantage concentré sur des éléments de mixité ou d'absence de mixité, quoi. Et là, ici, on avait des données qui permettaient, à mon avis, de dire des choses plus intéressantes avec la polarisation. Excusez-moi, ces courbes, c'est uniquement les universités ou vous avez agrégé les écoles également Alors, c'est que les universités. C'est des choses que je n'ai pas encore fait avec les écoles. Mon intuition, c'est que si on met les écoles, on va voir moins fortement ça, puisque en fait, il y a une différenciation dans les écoles avec historiquement, si on arrivait à avoir des données qui remontent très loin, mais on n'a pas de données sur les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs depuis aussi longtemps que sur les universités, et tout ça ne remonte pas très loin, vous voyez. Je pense qu'il y a des écoles de commerce et d'ingénieurs qui se sont créées ou qui se sont agrandies du côté moins élitiste.
Et par contre, celles qui étaient élitistes le sont beaucoup plus qu'avant, hein. Polytechnique avait plus d'enfants d'ouvriers et d'employés dans les années 60, 70, 80 qu'aujourd'hui. Voilà. Et puis, il y a un effet très embêtant, si on veut regarder tout ça précisément, c'est les fusions, puisque quand on a une fusion, vu au niveau des établissements, on a forcément moins de polarisation qu'avant, puisque ça va rapprocher des établissements, ça écrase un peu tout. En particulier les grosses fusions comme à Strasbourg ou à Marseille. Là, on avait une différenciation à Marseille, maintenant elle n'apparaît plus, quoi, parce qu'il n'y a plus qu'un seul établissement. Mais en réalité, à l'intérieur de Marseille, il continue à y avoir des différences et peut-être qu'il y a des différences plus marquées qu'avant. Est-ce qu'à Sorbonne Université, la fusion avec Paris 4, ça rapproche, ou est-ce que de fait, ça fait qu'il y a encore moins de moyens dans les licences de Paris 4 qui n'en avaient déjà pas beaucoup, parce qu'elles ont un pouvoir interne qui est très limité? Vous le savez sans doute mieux que moi, et surtout, ça reste à montrer empiriquement. Je n'ai pas de preuves, mais j'y travaille. Ouais, alors deuxième point, c'est la différenciation interne, hein. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais montré l'ouverture sociale progressive. On a exactement le contraire qui se produit au niveau du master. On a une fermeture progressive. La sélectivité, c'est l'inverse c'est plutôt l'opposé de l'ouverture. C'est exactement la même mesure, hein. Vous avez des établissements qui étaient déjà sélectifs en master et qui le sont de plus en plus. Et là, ici, c'est uniquement sur les caractéristiques des étudiants en termes d'origine sociale. Ce n'est pas leur note en fin de licence, hein. Donc, on a Dauphine qui, évidemment, est très sélective au départ. Elle le reste. Et vous avez Paris 6 qui vient de battre, qui a battu il y a quelques années Paris Dauphine. Donc, vous êtes plus sélectif socialement que Dauphine en master. Et puis, les universités populaires, elles partent de très bas, mais elles rattrapent pas, mais elles montent, quoi, elles suivent la tendance. Et donc, il y a une sélectivité, une fermeture sociale qui se produit, y compris dans les universités ouvertes. Et ça, c'est l'évolution au fil de la scolarité à année fixe. Donc, vous avez Compiègne, qui est très sélective socialement. Le seul qui est pire, c'est l'INSEAD dans l'espace Sorbonne Université, qui, je ne sais pas bien pourquoi, mais a un diplôme en L1, une inscription en L1. Je ne sais pas ce que c'est comme dispositif, mais c'est tout petit, qui est extrêmement loin. Donc, c'est très ouvert socialement, ça, le L1 à l'UTC, mais qui est très, très, très loin de la situation des étudiants qui sont inscrits dans l'école d'ingénieurs de l'UTC, qui sont inscrits en master. L'inscription, c'est ce qui donne le diplôme visé, quoi. Donc, en école d'ingénieur, on est inscrit en master dès la première année. Et puis, vous avez les deux universités, Paris 6 et Paris 4. On a progressivement une fermeture sociale entre la licence et le master. À Paris 6, c'est très fort entre le L3 et le master. Et à Paris 4, c'est plutôt au cours de la L1. Je ne sais pas si c'est des effets liés à l'arrivée d'étudiants de classe préparatoire qui rentrent dans l'université à un moment ou à un autre. Ça ne doit pas être exactement pareil en sciences sociales et en sciences dures. Mais par contre, on a un phénomène qui est systématique dans toutes les universités, c'est pareil, hein. C'est beaucoup plus ouvert en L1 qu'en master, et il y a un saut radical quelque part dans le parcours en général entre la L3 et le master, comme à Paris 6. Il y a un seul cas aberrant, c'est Dauphine, qui est la seule université qui est plus ouverte en master qu'en licence. On a une arrivée d'étudiants externes en L3 ou en M1 qui sont moins favorisés socialement qu'à l'entrée en L1 et qui se sont révélés être bons scolairement au cours de leur licence dans d'autres universités et qui partent à Dauphine pour le master. Voilà. Je vous montre un instant Saclay, puisqu'on a une stratégie qui va peut-être inspirer Sorbonne Université. On a fabriqué une école universitaire de premier cycle, qui est ici en turquoise, qui est le regroupement de toutes les licences non sélectives de Paris 11. Donc là, vous avez en turquoise, en bleu clair, la licence de Paris 11. La licence d'Evry, qui est évidemment beaucoup plus ouverte socialement, la licence de Versailles. Et si on fusionne les trois, ça fait l'école universitaire de premier cycle, qui est à peu près pas très loin du centre de l'espace universitaire, enfin de l'enseignement supérieur français. Puis vous avez
séparé de ça, le master d'Evry, qui est minuscule, mais qui est relativement ouvert socialement, le master de Versailles, qui est un peu plus significatif et qui est beaucoup moins ouvert, le master de Paris 11, enfin Paris Sud, qui là est carrément très fermé socialement, le NS Cachan, qui est évidemment fermé, le Sup Optique, qui est minuscule, Supélec, Centrale, l'Agro, qui sont ultra sélectifs socialement. Et si on fusionne tout ça, ça fait la marque Paris-Saclay, le périmètre de marque qui correspond à l'IDEX et qui est signé, dont les diplômes sont signés par la présidente de l'Université Paris-Saclay, contrairement à l'école universitaire de premier cycle, qui est mis à l'extérieur du périmètre de marque. C'est le terme officiel, je ne sais pas comment le dire de façon plus neutre que ça. Voilà, il y a quelques étudiants qui sont inscrits directement dans la commu, ça doit être des doctorants de la commu, qui ne sont pas inscrits dans l'un des établissements. Voilà, et donc on a une différenciation interne chez nous qui est très explicite entre la marque Paris-Saclay et l'école universitaire de premier cycle, avec un écart absolument colossal. Et là encore, un effet de polarisation, c'est-à-dire qu'on a une différenciation objective, matérielle, ce n'est pas les mêmes étudiants en termes d'origine sociale, etc. Mais on a aussi des diplômes différents, une identité différente, un responsable différent. Et donc voilà, on construit des groupes qui s'identifient comme étant des groupes, ce n'est pas uniquement qu'on les analyse comme étant des groupes. Bon, et le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est comment cette différenciation se répercute sur les IDEX ou comment les IDEX viennent financer les établissements qui ne sont que d'un côté de la distribution. Donc, tous les IDEX sont du côté socialement fermé, sauf Nice, qui est la fac de Vidal. Donc, peut-être que ça a aidé. Si on regarde le classement de Shanghai, on va voir la même chose. Le classement de Shanghai est que d'un côté. Il y a un lien entre les IDEX et le classement de Shanghai. C'est difficile de faire la différence entre les deux. Il y a l'Université de Lorraine qui est la seule surprise. Peut-être Montpellier aussi. Voilà, donc les financements d'excellence et les classements vont uniquement aux établissements qui ont des populations étudiantes d'origine favorisée. Et ça va évidemment accroître la polarisation. Voilà, je ne sais pas bien combien de temps il me reste, mais je voulais après passer sur la partie plus marchandisation un peu directe de notre travail. Là, ça fait une demi-heure, donc. Parfait. Avec une concentration sur le côté recherche, on pourrait discuter frais d'inscription et la marchandisation du travail d'enseignant. Ça correspondrait très bien, mais la LPR se concentre sur la recherche. Donc, vous le savez sans doute, elle augmente une précarisation qui est déjà très, très forte, puisqu'on a un très, très grand recours aux précaires et aux vacataires dans l'enseignement supérieur, d'autant plus fort que les conditions économiques des établissements sont difficiles, donc il ne reste pas tellement d'autres choix que de recruter des vacataires. Donc, surtout dans les établissements où vous avez une ouverture sociale forte, il y a beaucoup d'étudiants en licence, et donc ça fait des gros volumes, et du coup, on a des recours aux vacataires massifs. Ce que propose la LPR, c'est d'augmenter la partie prime plutôt que d'augmenter la partie salaire de base, de créer des chaires juniors, des tenure track, donc pour quelques rares individus, et puis une période d'essai extrêmement longue qui fait qu'on va arriver à 35-40 ans avant d'être titularisé. Un effet de genre extrêmement fort. L'INSERM qui a testé un dispositif tout à fait équivalent a fortement réduit le recrutement de femmes. Et puis les fameux pseudo-CDI de mission qui sont en réalité des CDD qui ne sont pas affichés comme étant CDD et donc sans les garanties qui vont avec la précarité des CDD. Et le fait qu'on ne peut pas interrompre un CDD avant la fin, alors que là, pour le coup, le CDI s'arrête dès qu'on n'a plus besoin de vous. C'est génial. Et puis, un accroissement de la part des financements qui vont dans les fonds concurrentiels, type ANR, qui sont très concentrés. Donc, il y a 80% des financements ANR qui vont dans 20 établissements seulement.
et 70% des financements ANR qui vont à des chefs de projet qui sont des hommes. Donc, ça concentre les moyens, encore une fois, évidemment, avec un effet additionnel à ça, qui est l'augmentation des préciputes. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec tous ces aspects comptables, mais ça veut dire qu'en plus de l'argent qui sert à faire le projet scientifique, l'établissement aura de l'argent pour faire ce qu'il veut avec, entre autres, embaucher des gens pour aider au montage de projets et en obtenir d'autres. Donc là, pour le coup, moi, j'ai suivi un peu de près à Paris-Saclay l'aide qu'on peut obtenir pour monter un ERC ou un ANR, et c'est colossal. Mais je pense que sur Sorbonne Université, vous ne devez pas être beaucoup moins bien lotis. Mais ce n'est pas le cas, évidemment, dans le reste des établissements. Hein. Donc, on va nous aider à écrire le projet, à en faire un bon anglais, à connaître, identifier les gens qui vont être les rapporteurs sur le projet, savoir quels sont leurs thèmes de recherche, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le projet pour qu'il soit satisfait par le contenu, etc. Il y a plusieurs personnes qui travaillent plus ou moins à temps plein pour améliorer le dossier. Et en plus, on peut obtenir des décharges de cours très significatives, etc. Donc, ça produit évidemment de la concurrence déloyale et une forme d'accumulation de capital, hein, où si vous avez obtenu des financements pour des projets de recherche, vous avez en plus des financements pour obtenir des financements, quoi. Et donc, plus votre capital croît, plus vous avez de chances de renforcer votre monopole. Voilà. Et puis, on s'attend à, c'est même ce qu'annonce Thierry Coulon, qui est devenu président de la HRES, hein, à un accroissement du rôle de l'évaluation a posteriori, plutôt que seulement a priori, qui est les financements d'excellence. Là, on va vous demander, une fois que vous avez produit de la recherche, on va l'évaluer et ça aura un effet sur les financements. Voilà, c'est ce que dit Thierry Coulon, hein. Il y a déjà une agence d'évaluation, c'est ce qu'il disait en 2019. Le problème, c'est d'allouer les moyens en fonction de l'évaluation, et donc il faut une note précise, utilisable, qu'on va corréler aux moyens. Bon, et ça, c'est ce qui se passe en Angleterre depuis plusieurs années, avec le REF, qui est l'équivalent de la HRES, et la note REF, qui est une note mécaniquement calculée en fonction des productions de recherche. Hein. On prend le nombre d'articles, on met un coefficient suivant l'excellence de l'article, ou plutôt l'excellence de la revue dans laquelle est publié l'article. On applique un coefficient suivant la discipline qui traduit en euros la note que vous avez eue en excellence, et on vous finance votre labo comme ça, quoi. Et donc, si vous publiez 2 fois moins de recherche que l'année dernière, vous avez 2 fois moins de financement, ce qui évidemment va produire encore une polarisation très radicale, et ça pousse à fermer des laboratoires et des départements entiers là où ça n'est pas rentable. Donc, ça marchandise dans un sens vraiment premier degré, hein. Voilà, si on arrive à vendre à l'agence d'évaluation ce qu'on a produit, on récupère de l'argent. Voilà, et si on prend en France, on sait à l'avance que si on prend des indices d'évaluation, ça va être très proche du classement de Shanghai, et donc ça va identifier les établissements qui sont fermés socialement sans le moindre doute. Alors, heureusement, tout ça se passe dans une situation où le budget va croître rapidement. Et du coup, on va donner plus d'argent à vous et à nous, à Sorbonne Université et à Saclay, mais le reste ne va pas trop mal s'en sortir, puisqu'on a des annonces de croissance. Alors, le problème, c'est que si on regarde la croissance précédente en orange, on voit qu'en fait, c'est une croissance moins rapide que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous avez senti l'argent arriver à flot, mais dans le système universitaire français, ce n'est pas du tout le cas, hein. On a plutôt une situation qui se dégrade rapidement. Donc, la croissance, clairement, n'était pas assez rapide, et là, elle va freiner. Elle va freiner à condition qu'on soit capable de financer et que les gouvernements suivent l'engagement annoncé par Vidal et Macron, qui pour l'instant reposait sur la réforme des retraites. Donc là, c'est un petit peu alambiqué, mais il se trouve que la seule marge de manœuvre budgétaire que récupérait l'État, c'était le fait que aligner les cotisations retraite de tous les différents régimes sur le régime du privé, ça revient à baisser les cotisations employeurs de l'État de 74% à 17%. C'est absolument colossal. Sur votre salaire, on a des cotisations retraite très, très importantes dans le public. Et donc, si si l'État économise ses cotisations, on sera dans la merde à la retraite. Mais du coup, c'est le pactole pour financer plein de choses à court terme. 5 milliards par an, ça fait quand même.
Et donc, c'est ça qui était attendu pour pouvoir payer les hausses, qui finalement sont des petites hausses. Alors, comme la réforme des retraites pour l'instant n'est pas passée, il est probable qu'assez vite, l'année prochaine ou l'année d'après, dès qu'on va changer de gouvernement, on va nous expliquer que les hausses annoncées dans la LPR, on ne peut pas les financer. En plus, il va y avoir une crise économique liée au Covid, etc. Et même s'ils les avaient financés, ça ne suffirait pas. Là, je crois que je vais vous mettre le même graphique corrigé de l'inflation et du glissement vieillesse-technicité, c'est-à-dire de la hausse mécanique des salaires des personnels dans les établissements où on a des personnels relativement jeunes. Là, on a des personnels plutôt âgés. Quand ils partent à la retraite et qu'on les remplace par des gens plus jeunes, leur salaire mécaniquement baisse un peu. Vous voyez que ça n'est plus du tout une hausse, hein, c'est une décroissance relativement rapide de à peu près 2-3%, puisqu'on va avoir une hausse annoncée dans la LPR qui n'est pas très sérieusement plus importante que l'inflation, pas assez pour compenser ne serait-ce que le glissement vieillesse-technicité. Et évidemment, ce qu'il faudrait prendre en compte en réalité, c'est le nombre d'étudiants qui, lui, croît et va continuer à croître, quelles que soient les prédictions, y compris celles du ministère. Vous voyez bien, c'est une hausse qui vient depuis les années 60, donc on n'est pas arrivé au bout encore. Et donc, il faudrait une hausse des financements qui correspondent à la courbe bleue, à la courbe verte. La hausse qu'on a connue récemment, c'est la orange, ça ne suffit pas, et c'est pour ça que les conditions d'études et de travail se dégradent. Et ce que nous promet la LPR, c'est la bleue. Donc, c'est vraiment pas du tout une amélioration. Et en plus, elle ne sera pas mise en œuvre. On a plein de raisons de penser qu'on ne fera même pas ça, quoi. Donc, il va falloir continuer à se mobiliser. Je ne sais pas si c'est assez explicite. Mais voilà, la LPR n'est absolument pas une loi ambitieuse d'augmentation des financements comme elle est annoncée par le gouvernement. Je m'arrête là-dessus. Vous voulez des trucs plus enthousiasmants. Donc, il y a eu une mobilisation très, très forte jusqu'à mars, avec une prise de position de à peu près tout le monde contre la LPR. Et puis, depuis la rentrée et le petit moment de déconfinement avant de reconfiner, on a eu une reprise aussi des positions. On a le Conseil économique, social et environnemental qui s'est prononcé fortement contre la LPR. On a le comité scientifique du CNRS qui vient de se prononcer contre. On a tous les CNU et on a un certain nombre de facs et de laboratoires qui ont revoté des motions, mais on a une difficulté à traduire ça dans la rue puisque les manifestations sont interdites et les rassemblements sont difficiles. Je m'arrête là. Merci Hugo. On va pouvoir commencer la séance de questions. Qui veut commencer? Moi, je veux bien, éventuellement. Pierre Bessières, donc je suis à Sorbonne Université en informatique. C'est tout à fait intéressant. J'espère qu'on pourra avoir les slides, notamment. Ah oui, donc c'est enregistré et ce sera sur YouTube d'ici 2 heures. Et si on peut avoir les slides, le PDF des slides aussi, ça serait super. Alors, ils vont être sur, moi je le donne avec plaisir, et il va être sur acid.hypothèse.org, et il y a aussi plein de slides sur d'autres établissements, des interventions similaires à Rennes, à Grenoble, à Marseille. Ok, merci. La question, c'est est-ce que vous vous êtes intéressé à la polarisation dans le secondaire? Parce que je me demande si ce n'est pas un peu la racine du mal, c'est-à-dire que du fait que la séparation de plus en plus grande géographique des classes sociales, le secondaire, c'est fortement polarisé. Alors, il y a un livre qui est sorti récemment dans l'année d'un sociologue de l'éducation sur la maternelle, où on voit que dès l'arrivée en maternelle, il y a déjà des écarts sociaux colossaux. Et effectivement, ça continue et on a un projet de recherche avec les collègues du GRDS, le Groupement pour la démocratisation scolaire, d'essayer de faire le lien entre le secondaire et le supérieur. Il y a effectivement pas beaucoup de suspense, mais il y a sans doute des effets quand même
comment dire, un peu d'aggravation dans le supérieur parce qu'il y a un effet concentration. On va à Polytechnique, on ne va pas avoir que des Parisiens qui viennent d'Henri IV. On en a beaucoup, hein, mais on n'a pas que ça. On a aussi ceux qui viennent du Parc à Lyon ou de quelques autres lycées d'élite, quoi. Mais c'est vrai que évidemment, ça ne commence pas dans le supérieur. Et puis, ça va s'ajouter aussi avec un effet globalisation, là, pour le coup, beaucoup plus fort qu'avant, avec une arrivée d'élites globales de tous les pays qui vont se retrouver dans quelques établissements, dont certains français, même si ce n'est pas les principaux. Et évidemment, ce n'est pas les mêmes étudiants internationaux qui arrivent à Paris 8 ou à Paris 13, même s'il y en a beaucoup. Vous pouvez redonner la référence du livre que vous avez? Alors, j'ai oublié le nom du sociologue, mais ça va me revenir. C'est vraiment... je la retrouve. Ok, merci. Et le GRDS, c'est le groupement pour la démocratisation, le groupe de recherche pour la démocratisation scolaire. Il y a Tristan Poulawek et Cédric Hugré, par exemple, qui travaillent sur les inégalités avant bac et le passage avec le post-bac. Merci. Stéphane, vous voudrez intervenir? Moi, j'avais juste c'est un commentaire, c'est un peu une anecdote, mais sur le fait que même les opérations, on va dire, cosmétiques d'égalisation, comme par exemple, on en avait parlé beaucoup à un moment, c'était les places réservées à Sciences Po pour les étudiants, enfin, il y a des places de lycée. Et en fait, ça a été supprimé cette année ou l'année dernière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette opération d'essayer de recruter des lycéens de lycées défavorisés depuis cette année ou l'année dernière. Donc même les opérations cosmétiques, en fait, maintenant, tout le monde s'en fout. Essayer de rétablir cet équilibre. C'est juste un commentaire. Alors ça, je ne savais pas et je suis surpris. C'est le cas pour moi, je sais, hein, parce que j'ai le lycée à côté de chez moi, qui est au Kremlin-Bicêtre, donc qui n'est pas du tout un lycée favorisé, avait des places réservées qui ont disparu cette année. D'accord. Alors peut-être pour rebondir sur le commentaire de Pierre, puisque, enfin, certainement ça vient d'avant. Du coup, est-ce que tu as des recommandations, enfin, ou des idées sur comment améliorer la situation? Parce que c'est une question de financement, mais pas que. C'est une question aussi de sélection, de Parcoursup, à l'entrée à l'université, de travail dans les lycées pour que les étudiants aillent à l'université ou... Comment faire pour réduire la polarisation? Oui. Alors là, ce qui est triste, hein, c'est que tout ça, mes données, là, elles s'arrêtent à 2017. J'ai récupéré les données jusqu'à 2019, mais pas tout encore. Et donc, on n'a pas l'effet de Parcoursup. Ça va évidemment aggraver. On n'a pas encore vraiment l'effet des IDEX. Et puis, on ne parle pas de la LPR. Donc, déjà, arrêter les transformations néolibérales de l'enseignement supérieur à la recherche, ça pourrait être positif. Et évidemment, hein, le truc le plus clair, c'est le financement par étudiant, quoi. Si on avait ne serait-ce qu'un retour à un système comme sympa ou un peu avant, les systèmes de financement de l'enseignement supérieur à peu près basés sur les besoins, ne serait-ce qu'à un sens très, très trivial de besoin, hein, c'est-à-dire une autre forme de quantification qui ne met pas en concurrence et qui ne cherche pas à identifier les meilleurs, mais plutôt qui cherche à décrire de façon relativement simple et démographique où est-ce qu'il y a des étudiants et des étudiantes, on pourrait financer beaucoup plus équitablement et puis on pourrait en plus aller faire des choses sur, par exemple, les boursiers. Là où il y a plus de boursiers, a priori, c'est qu'il y a une politique publique à destination d'une catégorie particulière d'étudiants qui a plus de besoins. On pourrait flécher des financements sur ça, à côté des bourses. Ce serait peut-être même incitatif pour améliorer l'accès des boursiers, pourquoi pas. Et puis on peut aller plus loin et regarder les différentes caractéristiques et donner des financements en fonction de ça. Nous, ce qu'on défend dans le cadre du collectif ACID, hein, le groupe de recherche interdisciplinaire sur l'enseignement supérieur,
La principale réforme qu'on propose, c'est une allocation d'autonomie qui donne des moyens à tous les étudiants, beaucoup plus significatifs que ceux qu'on donne aux boursiers. Et ça ferait un rééquilibrage des financements très radical, puisqu'en volume, c'est beaucoup plus que les 5 milliards de la réforme des retraites pour le supérieur, et c'est plus encore que les 25 milliards de la LPR. Enfin, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Ça ne suffirait pas pour changer les dépenses des établissements, mais ça changerait les conditions de vie des étudiants, ça c'est sûr. Ça aurait plein d'effets économiques positifs. Et ce qu'on propose à côté de ça, c'est de donner 5 000 € par an et par étudiant au niveau licence dans toutes les universités. Donc ça permet d'équilibrer par rapport aux classes préparatoires. Ça veut dire moitié plus. Hein. Donc voilà, là où vous avez 10 enseignants pour une licence, il y en aurait 15. Donc ça améliorerait sûrement les conditions pédagogiques. Et c'est clairement ce qui manque dans les réformes. Là, il n'y a que des réformes sur la recherche, sur l'excellence, et il n'y a pas de réforme sur les besoins éducatifs. Peut-être la dernière, c'est sous Pécresse à peu près, et c'est ce que nous on propose, 5 000 € par an et par étudiant. Je crois que c'est 20 ou 50 fois plus que le plan réussite en licence. Pour dire autrement, le plan réussite en licence, c'est un tout petit pourcentage de l'écart entre la prépa et la licence. Mais ça veut dire que ces financements en plus, est-ce que c'est ça qui permettrait aux jeunes d'endroits plus défavorisés à accéder à l'université? C'est parce qu'il y aurait plus de place à l'université, donc ils pourraient aussi y rentrer ou... Alors, ça, c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire que ça, en fait, on y arrive très bien, hein, pour plein de raisons différentes et profondes. L'accès des classes plus populaires, des enfants d'immigrés, des bacheliers non généraux, des femmes, à l'enseignement supérieur, il s'accroît. C'est de plus en plus ouvert. Donc ça, ce n'est pas le problème qu'on a. Ou plutôt, c'est le problème que les réformateurs ont parce qu'ils veulent essayer de freiner ça, quoi. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce qui les intéresse. Donc là, il faut juste ne pas faire Parcoursup, maintenir un réel droit d'accès et d'éviter que les conditions de vie fassent que ce ne soit pas tenable. Donc si on travaille à temps plein, si on a des conditions dégradées, si on est loin de l'établissement, on va moins passer en L2. Et du coup, on ne va pas pouvoir continuer ses études supérieures. Mais l'accès au L1, il est de mieux en mieux. Ça ne suffit pas, mais il est plutôt en ouverture. Et il manque sûrement, ça c'est clair, des places en BTS, peut-être encore plus qu'en L1, puisqu'on a une partie des étudiants qui arrivent en L1 parce qu'ils n'ont pas été pris en BTS alors que c'est ce qu'ils demandaient et que c'est sans doute mieux adapté à leur formation précédente. J'ai une question, Hugo, c'est José. Est-ce que tu as des statistiques de qui arrête en cours de route pendant l'université, qui abandonne l'université par rapport à ton point de départ en élan? Au cours de... Alors, non, ça, je n'ai pas des statistiques, mais je pourrais les avoir, les faire, regarder qui disparaît. Alors, si, ce qu'on a, c'est ce que je vous ai montré. Hein. Ça, c'est une version un peu agrégée, quoi. On pourrait aller plus dans le détail, pour essayer d'aller plus dans le détail. Mais... Est-ce qu'il y a un rapport avec la condition de vie des étudiants? C'est ça la question. Oui, ça, c'est à peu près certain. Et voilà, c'est ça. Je vous l'ai mis là pour Sorbonne Université, mais j'ai le graphique, je l'ai peut-être en annexe là, pour toutes les universités françaises. Voilà, c'est là. Vous avez l'écart entre la L1 et le master. Dans un certain nombre d'universités françaises, je ne les ai pas toutes mises parce que sinon c'est illisible. Voilà, on voit qui on perd. C'est-à-dire qu'on perd les classes populaires qui sont de ce côté-là et on ne garde que les classes moyennes et supérieures. On n'a plus de boursiers, quoi. Les boursiers, ils sont tous ici. Hein. Donc là, quand on arrive au milieu, il n'y a plus de boursiers. Il n'y en avait pas déjà au départ dans les écoles de commerce à Paris 1, à Paris 2, à Dauphine, évidemment. Mais en master, il n'y en a plus nulle part. Il n'y en a même plus à Valenciennes. Dans le Nord, il n'y en a plus à Paris 13, à Évry. Tout ça disparaît, quoi. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a un cas... à l'envers, c'est Dauphine et Sciences Po qui s'ouvrent un petit peu, mais parce qu'elles sont tellement fermées en L1 qu'elles ne peuvent que s'ouvrir en master. Et tous les autres voilà, se ferment socialement, quoi.
Après, on peut, là, c'est vraiment de la sociologie, aller identifier quelles sont les causes de cette évaporation. Est-ce que c'est parce qu'on note trop durement? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les mécanismes d'accompagnement? Est-ce que la L0, là, ou les WICI de Parcoursup, ça aide? Tout ça, il faut aller regarder mes collègues, Leïla Frouillou, par exemple, Marie-Paul Couteau, enfin, tous les collègues qui travaillent sur Parcoursup là, récemment font des études niveau licence sur les effets. C'est compliqué, c'est différent suivant les disciplines, évidemment, quoi. Oui, Maurice Rossi, là, j'avais une question un peu différente, à savoir, est-ce qu'on connaît le flux des étudiants qui partent vers l'étranger, vers des universités étrangères, et par rapport à leur origine sociale, et également le flux des gens qui passent de licence vers les écoles. Il y a un certain nombre de gens qui sont en licence, qui font ensuite, ne vont pas en master, mais directement dans une école. Est-ce qu'on a une idée des flux et de leurs origines sociales? J'imagine que oui. Alors non, enfin pas moi en tout cas. Je pense qu'il faut distinguer dans les deux cas, c'est-à-dire dans le départ à l'étranger. Évidemment, ça ne va pas être les classes les plus populaires qui vont partir à l'étranger, mais il va y avoir une différenciation entre Erasmus, où on reste en fait inscrit dans son établissement d'origine, on va passer un semestre à l'étranger, mais du point de vue de la scolarité, il ne se passe pas grand-chose, du point de vue administratif. Et où il y a un peu d'aide européenne, à ce qui s'appelle les étudiants en migration internationale, qui est le phénomène en plein développement depuis les années 2010 et l'apparition du classement de Shanghai. Ce n'est pas la cause du classement de Shanghai, mais ça manifeste bien ça, hein. Qui sont des étudiants qui vont aller acheter de l'enseignement supérieur dans un autre pays pour avoir un diplôme de l'autre pays, ce qui n'est pas du tout la même chose que Erasmus. Et ça, clairement, c'est des classes qui ont les moyens de le faire, et c'est de plus en plus massif, mais ce n'est pas du tout à l'échelle de l'enseignement supérieur, hein. C'est quelques millions sur des dizaines de millions, enfin peut-être même des centaines de millions au niveau international. Et donc là, en France, évidemment, il y en a toujours eu des étudiants qui sont partis à l'étranger, il y en a sûrement de plus en plus, mais cette partie-là, à mon avis, c'est vraiment les classes supérieures, quoi. Ceux qui vont aller en Angleterre, aux États-Unis, en Suisse, faire des études dans des établissements prestigieux extrêmement chers. Je pense que c'est très ségrégatif. Et l'autre différenciation sur les écoles, je pense que pareil, c'est pas du tout la même chose d'être pris sur dossier pour rentrer dans une école d'ingénieur ou une école de commerce qui recrute principalement au niveau post-prépa. Donc là, on va avoir plutôt une petite ouverture sociale de ces écoles, avec une voie annexe, mais qui est toujours annexe, qui va un peu différencier, un peu ce qu'on disait sur Sciences Po tout à l'heure. Et ça peut être, ça c'est ce que défend Annabelle Alouche, hein, qui est la sociologue, une des sociologues spécialistes de la sélection. C'est que ça va être en fait quasiment la seule façon d'entrer pour les étudiants avec un profil un peu moins élitiste. Et donc, on va avoir un pourcentage faible de boursiers et ils vont tous être passés par les voies annexes, quoi. Par exemple, le recrutement sur dossier. Et puis, on a un autre truc qui est des écoles qui sont en fait un peu en dessous de l'université, quoi. Les écoles qui sont en général qui recrutent après le bac. Et les bachelors, maintenant, pour les écoles de commerce. Et là, on va avoir aussi des étudiants qui vont après être passés un peu à l'université, mais un peu comme un truc qui est un filet de sécurité, où on va avoir un diplôme qui est peut-être qui apparaît moins dégradé que le diplôme universitaire, avec un suivi plus important, plus individualisé, mais peut-être aussi une ambition pédagogique plus faible, quoi. Enfin, en tout cas académique plus faible. Et donc, on va avoir comme ça des écoles au-dessus et des écoles en dessous de la fac en termes de prestige, même si elles sont payantes. Ouais. Hugo, donc, j'ai trouvé Merci, très Stéphanie. intéressant. Oui. Tu m'entends ? Oui, oui. Oui, oui, je disais, j'ai trouvé très intéressant. Enfin, j'avais jamais vu des données quantitatives en fait qui montraient cette séparation en fonction de l'origine sociale. Évidemment, toutes les écoles et les facs, elles font pas cette sélection
en fait, en regardant l'origine sociale et en connaissant les revenus des parents ou le niveau de bourse. Et du coup, en fait, c'est un problème de quoi? Des notes et de difficulté à suivre la scolarité, de sélection de niveau. Alors, je pense qu'il y a deux phénomènes, hein. Je commence par le plus désagréable, mais je pense qu'inconsciemment, on le fait quand même quand on sélectionne. Enfin, quand on fait passer dans la classe supérieure, quand on oriente vers le master. C'est ce qui se passe, en tout cas au lycée, au collège, hein. On a des recommandations et des actions qui sont en partie basées sur des stéréotypes. On voit comment les étudiants ils écrivent, comment ils maîtrisent le français, comment ils présentent à l'oral. Ça joue, y compris en maths, hein, y compris en sciences dures. Ça joue sur leur réussite au concours, sur leur orientation et sur leurs notes, quoi. Et on a... Voilà, même quand on croit sélectionner uniquement sur les compétences disciplinaires, en réalité, ça reprend un certain nombre de propriétés sociales, quoi. Puis après, il y a évidemment un phénomène d'évaporation au cours de la licence qui est en partie à l'initiative des étudiants et des étudiantes. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de trouver un boulot et ils sont en L1 et ils gardent leur boulot et donc ils laissent tomber à un moment la scolarité, et qui en partie les exigences qu'on a et le fait qu'on va sélectionner, on va laisser passer avec des critères qui soit ne sont pas gérables pour un certain nombre des étudiants, soit qui sont clairement une volonté aussi de filtre. Il y a des collègues qui considèrent que en L1, on a accepté tout le monde. Avec Parcoursup, ça commence à être un peu moins le cas, mais qu'en L2, on veut que les étudiants arrivent à suivre. Et je pense que c'est encore plus vrai en L3, où voilà, on filtre un peu au niveau du diplôme, du jury d'année, quoi, qui on laisse passer, qui on laisse pas passer, et ça produit des effets sociaux, même si c'est pas forcément ça qui est la volonté. Et je pense que c'est plus clair, ou en tout cas c'est plus classique, les effets de genre, quoi. Qui on va laisser passer en sciences dures et comment ça va implicitement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, reproduire des stéréotypes de genre, à moins qu'on ait une politique explicite de ce point de vue-là, des quotas. Pour le coup, sur le genre, on peut essayer d'en avoir. Sur l'origine sociale, c'est très interdit, sans parler des effets ethno-raciales, je ne sais pas bien comment le dire. Il y a des aggravations des inégalités à chaque fois qu'il y a une étape, en fait. Parce qu'il y a tout qui rejoue à ce moment-là, quoi. Mais c'est pas, en partie, c'est notre faute. Enfin, c'est la faute des enseignants. Seulement en partie, parce qu'en partie, c'est aussi les étudiants qui décident d'arrêter en cours de route. Il y a un livre de Sophie Orange et Romuald Bondin qui s'appelle « L'université n'est pas en crise », qui essaye un peu de chercher tous les arguments pour dire que ce n'est pas forcément de l'échec, que les étudiants n'aillent pas au bout de leur L3. Ça peut être qu'ils ont trouvé autre chose qui leur convient mieux et qu'ils avaient utilisé l'université comme quelque chose qui leur a apporté, mais qui ne visait pas d'abord et avant tout d'avoir le diplôme de licence. Merci. Il y a Sébastien qui voudrait poser une question. Oui, merci. Oui, merci. Vous avez fait un état des lieux des 10 dernières années ou avant jusqu'à aujourd'hui ou 2017. Et vous ne parlez pas de ce qui va se passer dans la suite. Qu'est-ce qui va se passer dans les 10 prochaines années, d'après vous? La LPR va tout régler. Non, ça va être l'horreur. Moi, je pense qu'on va très vite, sans le dire officiellement, hein, se retrouver avec des universités de licence. C'est la secondarisation du supérieur. C'est y compris dit en aparté officieusement au niveau du ministère, hein, du cabinet de la ministre. Donc, avec des établissements qui on va acter qu'ils n'ont pas eu d'IDEX, ils n'ont pas eu d'ICIT, ils n'ont plus vraiment les moyens d'avoir une école doctorale. Et on nous fera peut-être un truc comme pour les hôpitaux, où si vous n'avez pas assez de docteurs,
ça prouve qu'il n'y a pas vraiment de recherche et qu'il faut fermer l'école doctorale parce qu'elle n'est pas au niveau, quoi. Les attaques contre le CNU, etc., hein, en partie, c'est ça, c'est dire avoir un cadre national homogène, ça ne fait plus sens. On a des écoles doctorales aux meilleurs standards internationaux. Celles-là, leur diplôme suffit pour candidater pour être maître de conf. Et puis les autres, leur diplôme ne suffit plus. Et d'ailleurs, est-ce que c'est encore raisonnable qu'elles le donnent ? Et donc, on leur demande de rattacher les laboratoires à une école doctorale d'une vraie université, quoi. Mais alors, pourquoi vous n'êtes pas content ? C'est-à-dire qu'à Sorbonne Université, à Paris-Saclay, on est du bon côté de la barrière. Pourquoi rouspéter ? Tout va bien se passer pour nous, finalement, non ? À Sorbonne Université, à Paris, on va avoir plus d'argent, on va rester des universités de recherche. Pourquoi cette action ? Moi, personnellement, oui, exactement, par exemple. Alors, ça parle peut-être trop de vous, mais pourquoi cette action personnelle ? Moi, je n'ai pas de souci pour me mouiller personnellement. Alors, moi, il se trouve que pour l'instant, hein, je suis universitaire, je dépends d'un CNU, je suis maître de conférence, j'ai passé une HDR, j'aimerais passer prof. Alors, rien ne me garantit que je vais rester à Saclay, normalement, même si ça ne serait pas une bonne idée, ou que Sorbonne Université va me recruter. J'ai des enfants, ils sont encore petits, mais ils vont aller à l'université. Rien ne me garantit qu'ils pourront aller à Saclay. Donc, je n'ai pas particulièrement envie de créer un petit espace élitiste en espérant y être, parce que je n'ai pas de garantie sur ça. Et puis, une société ségrégée, ça ne me tente pas particulièrement. Et puis, je pense surtout que je ne sais pas si c'est plus ou moins, mais que c'est pas du tout, ça ne fonctionne pas, quoi. Ça va donner de façon, en réalité, ça donne l'apparence du darwinisme et de la concurrence, mais en réalité, ça donne des chances absolument colossales d'obtenir un financement quand on est dans nos établissements, y compris si on ne fait rien de très, très intéressant. Ça pousse même à faire des choses pas très intéressantes, puisque ce qu'il faut, c'est être conformiste, hein, pour être financé. C'est ce que dit le comité d'éthique ou le comité scientifique du CNRS. Hein. Tout ça c'est en fait le meilleur argument. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'en est un assez fort, assez interne, quoi. Et de l'autre côté, on va avoir tout un environnement de gens qui sont payés à mi-temps pour faire de la recherche, mais qui n'ont pas les moyens et qui n'ont plus de labo. Donc évidemment, ceux-là, on va très vite leur dire que grâce à la modulation de service, il faut qu'ils deviennent un enseignant et puis on ne recrutera plus d'enseignants-chercheurs. Ça, c'est de la vraie secondarisation radicale. Alors qu'on sait très bien que si on veut produire des choses diverses et innovantes, on a intérêt à diffuser les financements, quoi. Ça, pareil, hein, il y a des pays qui l'ont identifié. Julien Gossat défend ça et dit la logique de la LPR, c'était la logique à la mode il y a 15 ans. On est en train de faire une réforme en retard. Maintenant, la mode et ce qui marche, c'est le contraire. Il faudrait au contraire diffuser les financements pour être excellent, quoi. Voilà, on a des corrélations très évidentes entre le financement par chercheur et la quantité de recherche produite. Donc, même si vous prenez des indicateurs débiles comme le classement de Shanghai ou la bibliométrie, hein, donner de l'argent à tous les universitaires, ça va augmenter la bibliométrie. Concentrer les moyens chez peu d'universitaires, ça va la baisser au niveau agrégé. Mais par contre, ça fera un champion. Oui. Voilà. Donc, si on veut attirer les étudiants chinois riches et du Golfe, il vaut mieux avoir un champion que d'avoir un système universitaire bien financé. Mais si on veut faire de la recherche et de l'enseignement supérieur à l'échelle nationale, c'est sûr que ce n'est pas une bonne idée. Oui, merci. Thomas voudrait poser une question. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. En fait, du coup, moi, c'était un peu la dernière chose que vous veniez de dire, ça répond un peu à ma question, mais je voulais savoir si on pouvait peut-être en parler un peu plus longtemps. C'est quel est l'intérêt, en fait, pour les gouvernements de choisir cette stratégie qui, manifestement, est établie comme fonctionnant moins bien, en tout cas d'un point de vue de la recherche. Pourquoi, en fait, elle est polarisée? Tous les financements, je veux dire, à financement constant, avec la même somme d'argent, quel est l'intérêt pour eux d'aller les mettre sur que quelques universités plutôt que de les répartir sur tout le territoire? Moi, je pense vraiment qu'il y a un effet marchandisation. Je ne sais pas si c'est hyper conscient, si c'est l'idéologie néolibérale qui diffuse indépendamment du reste, mais chez mes collègues économistes qui participent à écrire tout ça, hein, je pense en particulier à Robert Garry-Bobo et Alain Tranois, qui sont les spécialistes des frais d'inscription en France, il y a clairement l'idée que le marché va mieux marcher,
va mieux fonctionner. Et donc, la concurrence, c'est une façon de simuler le marché et, pourquoi pas, de préparer le marché, quoi. Et c'est absurde, c'est très absurde pour un service public, mais c'est quand même très ancré. Et puis, ça a un certain nombre d'avantages, c'est qu'après, on va économiser des dépenses publiques, ou en tout cas, donner l'apparence d'économiser des dépenses publiques. On pourrait discuter du système universitaire anglais. Hein. À la fin, c'est quand même beaucoup des subventions publiques. Mais c'est des subventions de quelque chose qui apparaît marchand, quoi. Donc, comme le crédit impôt recherche, comme le crédit impôt compétitivité emploi, hein, des subventions publiques à un secteur marchand, ça ne pose pas de problème. Donc là, on va avoir un financement très concentré, mais on pourra du jour au lendemain dire, en fait, la CRS, ce n'est plus l'agence d'évaluation, c'est le fournisseur public, c'est le marché public de production de recherche. Et donc, on va payer des laboratoires privés, on va payer des UMR pour produire de la recherche suivant la commande publique, quoi. Pourquoi pas? Et du coup, là, on a un marché. Et comme on croit à l'efficience du marché, on croit que c'est efficient. Moi, je pense que c'est ça le fond derrière. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas les étudiants d'origine populaire, ils s'en fichent un peu. Ce n'est pas que... uniquement, il cède au lobbyisme, au lobby des très grands établissements, des médecins, de la technocratie. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas principalement ça. Je pense que le fond derrière, c'est il y a une concurrence économique internationale, que les universités y participent très fortement, et que si on veut défendre les grandes entreprises du CAC 40, il faut que les universités y participent, et donc il faut adapter ça. Et il faut à la fois identifier les universités françaises qui peuvent jouer ce jeu-là et adapter le mode de fonctionnement à ce jeu-là, quoi. Okay. Comme on a fait Airbus pour se battre contre Boeing, il faut qu'on fasse Saclay pour se battre contre le MIT et Harvard. Voilà, je peux juste te faire une petite remarque. Voilà, je crois que la dernière phrase, c'est le point clé, c'est-à-dire que leur inspiration, c'est le système américain qui finalement fonctionne avec 10 ou 15 universités d'élite et une catastrophe pour toutes les autres universités américaines, une catastrophe en termes de niveau et de moyens. Et c'est ça leur inspiration, mais la question que j'aurais, c'est ne va-t-on pas aller jusqu'au bout de cette inspiration ou en fait, certaines des 15 grandes universités américaines, presque la totalité, sont en fait privées. Elles ne sont pas vraiment privées, elles sont non lucratifs, mais c'est des fondations. Mais c'est depuis toujours, hein, c'est pas récent. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le mouvement un peu qui est visé pour aller jusqu'au bout de la logique de s'inspirer du système américain? Il faut aller jusque-là, c'est-à-dire que les plus grandes universités vivent beaucoup sur... Alors, aux États-Unis, il y a une particularité, c'est qu'elles vivent beaucoup sur les donations venant des entreprises, en fait. Les subventions venant des entreprises en échange de ristournes fiscales. Mais ça, on l'a déjà avec le crédit impôt recherche, etc. Je pense qu'on peut l'avoir de plus en plus. Je pense que par contre, la limite de l'autre côté, c'est l'imbrication entre l'État et l'industrie et l'enseignement supérieur en France n'est pas exactement identique à celle des États-Unis, et ils ne sont pas prêts à abandonner le mode d'organisation nationale. Hein. Donc Polytechnique, qui fournit très largement les conseils d'administration des grandes entreprises françaises et en même temps la direction de l'État, ne va pas être obligé de s'adapter à un fonctionnement du MIT du tout, quoi. Il va rester, à mon avis, beaucoup de spécificités de ce côté-là, et il ne joue pas vraiment la même compétition. Par contre, effectivement, pour les universités, c'est peut-être un peu moins grave, mais ça va être long, et j'ai espoir que les effets destructeurs de tout ça seront tels que le temps que ça arrive, on aura changé de période du capitalisme, quoi. Mais, parce que c'est quand même long, quoi. Mais il y a
voilà, aux États-Unis, il y a une crise. En Australie, qui est vraiment le modèle de marchandisation de l'enseignement supérieur, c'est maintenant le modèle de la crise économique de l'enseignement supérieur, puisque comme ils vendent l'enseignement supérieur aux étudiants asiatiques, des deux côtés d'ailleurs, mais encore plus en Australie en proportion, avec le Covid, c'est la catastrophe cataclysmique, quoi. C'est comme les restaurateurs en France, vraiment, c'est vraiment gravissime. Et du coup, voilà, la réforme de la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, bienvenue en France, là, l'année prochaine, ça va être dur à défendre quand même. Maintenant, ils le font peut-être, mais c'est vraiment de l'ordre de l'entêtement totalement aveugle. Et peut-être que sur la LPR, en partie, ça ne sera plus à la mode le temps que ça arrive, mais je ne sais pas. Et voilà, si on sort du Covid, peut-être qu'on pourra de retrouver une capacité de peser dessus, et les étudiants aussi, parce que c'est vraiment une injustice sociale très forte et très rapide et très manifeste. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir exprimer notre opposition à ça, mais pour l'instant, ça se fait discursivement, avec des motions, ça marche dans les médias, mais le gouvernement apparemment n'a pas de problème particulier à ce que ce soit explicitement absurde ce qu'il fait, quoi. Donc, il continue. Mais j'ai l'impression que cette injustice sociale auprès des étudiants, ça leur, enfin, je ne sais pas, mais ça leur passe au-dessus, non? On n'a pas vu, enfin, j'ai pas vu autant, en tout cas, tout ce qui était les manifestations de janvier, février, enfin, fin décembre, janvier, aux réformes des retraites, aussi un peu à LPR. On voyait quand même très peu d'étudiants. C'était loin pour eux. Les étudiants. Je pense qu'ils. Oui. En partie, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire entre décembre et mars, même si quand même, j'ai l'impression que c'était en croissance, quoi. Qu'il y avait un. Oui, c'est vrai. En croissance. C'est difficile et c'est toujours à refaire puisque les étudiants ils changent, c'est plus les mêmes. Mais voilà, moi je pense que si on veut peser un moment ou un autre sur les gouvernants, celui-ci ou le suivant, ça passera largement par une capacité à associer les étudiants et les étudiantes. Je pense que Parcoursup, pour le coup, c'est aussi un biais. Il y a une telle cohérence entre Parcoursup et les financements d'excellence qu'on pourrait aussi essayer d'avancer de ce côté-là. Bon, 13h05, mais Stéphane, tu veux dire quelque chose? Non, je ne sais pas, peut-être que si je peux dire juste en 2 minutes. Je pense que c'est compliqué quand même parce qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect politique, mais il y a un aspect culturel aussi. Par exemple, en France, le fait que les grandes écoles existent, il y a une habitude, je pense, des Français en général à l'élitisme scolaire. Le système scolaire dans son ensemble est quand même élitiste et les gens n'ont pas de problème avec les grandes écoles, des choses comme ça. Un cas typique, c'est qu'on parle très très souvent de réforme des universités. Et moi, ce qui me surprend, c'est qu'on n'associe absolument jamais à ça une réforme des grandes écoles. Donc, je pense qu'il y a quand même un problème aussi culturel de fond sur la perception du but de l'enseignement. Est-ce que l'enseignement s'adresse aux meilleurs ou est-ce qu'il a pour but de faire monter le niveau moyen, quoi? Et ça se traduit en école primaire comme à l'université, comme partout. Donc, c'est quand même un problème assez profond, je pense. Il y avait quand même les deux, c'est-à-dire qu'il y a une massification de l'enseignement supérieur qui est très claire. En partie, par exemple, le moment marquant de tout ça, c'est la réforme qui vise 80% d'une génération au bac. Ça produit des effets. Ça produit des effets discutables, différenciés. Ce n'est pas une démocratisation de l'enseignement supérieur, c'est une massification. On peut dire plein de choses sur ça, mais c'est clair que ça augmente le niveau moyen et que ça donne le droit et la capacité d'accéder à l'enseignement supérieur à vraiment massivement des gens qui n'y avaient pas le droit. On est quand même 5 fois plus d'étudiants dans l'enseignement supérieur que dans les années 70. Quoi. Donc, c'est complètement différent. Et mon avis sur les grandes écoles, c'est que en fait, la politique récente, avec les IDEX en particulier, c'est de faire des très grandes écoles. Vous êtes en train de devenir une très grande école. Saclay, il n'y a pas de doute, Saclay est une très grande école. Ça n'est plus du tout une université, même si dedans, il y a l'université Paris-Sud.
en réalité, on est en train de devenir une très grande école qui se débarrasse de ces licences et qui les met dans ce qu'on appellerait en finance un special purpose véhicule, un truc où on met les créances pourries, les licences publiques, quoi. Et puis à un moment ou à un autre, ça deviendra un collège universitaire, un college au sens américain, là, mais qui ne nous concerne plus, quoi. Et donc là, il y a une... voilà, c'est ce que je disais au tout début de l'exposé. Hein. Dans les années 2000, on est en train de reconfigurer l'enseignement supérieur, de ne plus du tout être sur une logique dualiste, grandes écoles, universités, et beaucoup plus sur une logique établissement élitiste inscrit dans la globalisation et classé au classement de Shanghai, et établissements locaux, régionaux, niveau licence, post-secondaire, quoi. Enfin, secondaire prolongé, quoi. Et l'élitisme, ou plutôt la méritocratie, effectivement, c'est très fort. C'est très fort en France et c'est quelque chose à combattre sans tomber du côté de la marchandisation. Puisque, évidemment, l'alternative spontanée, c'est on paye suivant ce qu'on veut, quoi. Alors qu'en France, en théorie, on fait les études suivant son mérite, même si tout ce que je dis, c'est que son mérite, c'est avant tout d'être né dans la bonne famille, quoi. Mais qui est porteur de contradictions, quoi. Au moins au niveau intellectuel. On peut dire, oui, mais vous voyez bien, ça ne marche pas, puisque ce qu'on appelle le mérite, finalement, il y a toujours des voies d'accès secondaires pour ceux qui peuvent payer. On peut discuter, quoi. Mais la version démocratisation, droit, qui est beaucoup plus développée dans les pays scandinaves, par exemple, c'est tout un travail à reconstruire, je suis bien d'accord, à défendre. Et Parcoursup, c'est vraiment l'attaque la pire, hein, sur ça, puisqu'on n'a plus le droit d'accéder à l'enseignement supérieur simplement parce qu'on a le bac. Donc, c'est même plus vraiment méritocratique, en fait. Enfin, en tout cas, ce n'est pas méritocratique au sens de on a le diplôme, donc on mérite. Ça devient vraiment compétitif, en fait. Mais ça, il faudrait plus parler avec Annabelle Alouche ou Séverine Chauvel, qui sont spécialistes de la sélection. C'est une bonne idée pour un prochain séminaire. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Hugo. Merci à vous. Merci beaucoup. Le temps pour nous parler, nous donner un peu des données quantitatives et à notre point de vue sur la situation. Claudia, je vous envoie les slides. Oui, avec plaisir. Et puis je ferai suivre la liste interne du labo. Bon, là, il y a tous les gens qui disent merci dans le chat. Et puis, écoute, je pense qu'on te réinvitera quand tu auras les données plus récentes avec Parcoursup. Ça marche, il faut me laisser 2-3 ans. En fait, il faut déjà le temps que les données sortent, c'est ça, d'avoir accès. Ah oui, c'est ça. Puis là, en ce moment, pour aller voir les données, il faut aller au ministère pour travailler sur les données qui sont un peu sensibles. Et en cas de confinement, c'est pas simple. D'accord.